avoir une suite. Donc ce n'est pas du tout de la négligence. Je voulais vous en donner l'assurance. Dans les habitudes chez nous, les gens ont beaucoup plus de demandes que de dire qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes. C'est pas que je critique ceux qui font les demandes, mais c'est toujours bien qu'en plus des demandes, on dise toujours ce qu'on fait et quelles sont ces initiatives. Ça encourage les décideurs. Excusez, on a tellement de pression. On parle toute la journée. Et c'est tous les jours comme ça. De 8h à minuit depuis bientôt un an. Sinon même de 5h30 à minuit. Mais c'est le temps, la période qui l'exige. J'ai noté avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction la déclaration de soutien que vous apportez aux autorités de la transition. Vous savez, ces autorités, plus que rarement dans notre histoire, pensent qu'elles ont une mission de génération à accomplir. Cette mission de génération, c'est qu'à la fin de cette transition, les Maliens, dans leur grande majorité, puissent dire en leur fort intérieur qu'ils ont fait tout ce qu'ils peuvent pour nous sécuriser, pour restituer à notre pays son honneur, sa dignité, sa souveraineté et son indépendance. Si la majorité des Maliens a ce sentiment à la fin de la transition, nous pensons avoir réussi en grande partie les missions qui nous ont été imposées par l'histoire. Il est connu de tous que le changement est intervenu le 18 août 2020, qui a connu quelques balbutiements jusqu'à la rectification du 24 mai 2021, qui s'est concrétisé par l'investiture du président de la transition le 7 juin 2021 et la désignation, la nomination du Premier ministre. Cette transition, ce changement, doit aborder, sinon résoudre, 5 grands défis. Ce n'est qu'en cela qu'il aura accompli sa mission. Le premier défi, vous venez d'en parler, c'est le défi sécuritaire. Aussi longtemps, nous nous sommes dit qu'il n'y aura pas une inversion du rapport des forces militaires sur le terrain. Toutes les autres actions du gouvernement sont vouées à l'échec. Nous sommes venus avec une conscience très claire de cela. C'est pourquoi nous n'avons pas pris beaucoup de temps pour faire des choix stratégiques qui, nous pensons, sont les seuls à même aujourd'hui de nous donner les moyens militaires d'inverser le rapport des forces sur le terrain. Et c'est pour cela que, malgré les difficultés de tous ordres que nous avons, parce qu'il est de notoriété publique que les pays africains, sans l'aide extérieure, ne peuvent rien faire. C'est ce qui se dit partout. Et pourtant, ça fait bientôt 2 ans que notre pays ne bénéficie d'aucune aide budgétaire. Et pendant un an, nous avons équipé notre armée plus que les 30 dernières années réunies. La date d'aujourd'hui. Il y a longtemps que l'État malien ne pouvait faire des opérations militaires initiées, programmées, exécutées par lui-même,
sans avoir ni à se référer ni à demander l'aide de quelque puissance extérieure. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons à la date d'aujourd'hui détruit la quasi-totalité des sanctuaires des groupes terroristes d'est en ouest et au centre. Les principaux sanctuaires. Ils en sont réduits aujourd'hui par groupe de 5-10 à attaquer des villages, des checkpoints. Mais il n'y a plus ces attaques d'envergure où des hordes de dizaines et de dizaines de terroristes s'attaquent à des villages, les détruisent, s'attaquent à des camps militaires. Nous pensons que ça n'arrivera pas, ça n'arrivera plus jamais. La nouvelle stratégie, c'est de pouvoir sécuriser les populations parce qu'aujourd'hui, c'est l'insécurité des petits groupes de terroristes, des bandits qui s'attaquent à des populations, s'attaquent aux foires, s'attaquent aux familles, s'attaquent aux checkpoints. Il faut donc élaborer une nouvelle stratégie pour pouvoir y faire face. Et je crois que le commandement militaire est à pied d'œuvre pour cela. Et les efforts de reconstruction de l'armée, notamment en matière d'équipement, de formation, d'entraînement, d'aguerrissement et surtout de suprématie dans les airs, ces efforts vont continuer à s'intensifier jusqu'à ce que cette suprématie soit incontestable par qui que ce soit sur l'ensemble du territoire national. Sur cette question, on ne peut pas en dire plus, mais je me dis nous disons que dans les mois à venir, certainement les Maliens apprécieront eux-mêmes, exactement comme aujourd'hui, depuis le 28 décembre, où la grande offensive a été lancée, qui a été préparée de longue date. Partout, il y a des insatisfactions, il y a des incertitudes, mais globalement, tout le monde vous dit qu'on sent une amélioration de la situation sécuritaire. Notre souhait, c'est que d'ici un an, on ne sente pas seulement l'amélioration, mais qu'on sente la quasi-sécurité, la quasi-totalité du territoire national. Mais tous ces efforts, en réalité, sont conduits avec beaucoup de détermination et de suite dans les idées, parce que le gouvernement sent qu'il a le soutien de la population. Le principal carburant de la détermination du gouvernement, c'est le sentiment qu'il est effectivement au service de la population et qu'il a le soutien de la population, comme vous venez de le dire. Je dis souvent à mes interlocuteurs que le gilet pare-balles du gouvernement, c'est blindé, c'est le peuple. Et c'est pourquoi je répète à beaucoup d'interlocuteurs que le destin de cette transition s'est joué en partie le 14 janvier 2022, lorsqu'à l'appel du président de la transition, 4 millions de personnes sont sorties dans toutes les villes du Mali pour protester contre les sanctions auxquelles nous avons donné en son temps les qualificatifs que vous connaissez contre notre pays, qui avait prévu de mettre notre État à genoux en 10 à 15 jours. Cet État est debout et il restera debout pour longtemps et nous pensons à jamais. Cela est dû à un travail d'anticipation que nous avons mené depuis l'investiture du président de la transition. Pour ceux qui se souviennent, quelques jours avant son investiture, on savait déjà que le Premier ministre allait être nommé dans les jours à venir. Le 4 juin, j'avais dit à la place de l'indépendance qu'il est important que le Mali puisse voir vers d'autres horizons. Parce que l'horizon était bouché en réalité sur le plan sécuritaire. Qu'il puisse diversifier ses partenariats. La deuxième chose que j'avais dit, qu'il fallait que les Maliens serrent la ceinture et se tiennent les mains. Parce qu'il y aura des puissants vents contraires
que nous allons rencontrer sur la voie qui est choisie. Qu'enfin, nous rentrons même dans les cercles de feu où il faut nous tenir la main les autres pour que personne ne tombe. Ces phrases ont été prononcées le 4 juin 2021. Elles ont été prémonitoires parce que la situation que nous avons vécue à partir de l'investiture du président jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est exactement ça. Nous avons été amenés à regarder vers d'autres horizons pour avoir les moyens de notre sécurité, parce qu'on était dans une situation où on ne pouvait même pas acheter des simples lunettes de vision nocturne pour nos militaires. Il y a des parties de notre territoire qu'on ne peut pas survoler au motif qu'il y a des entraînements nocturnes de certaines forces internationales. Donc ces puissants vents contraires, avant d'y arriver, il fallait que nous changions complètement d'orientation en matière d'équipement de notre armée. Nous achetions des simples avions de transport sur certains partenaires, nous payons l'argent cash, on ne pouvait pas avoir les avions. Donc nos militaires, quand ils étaient attaqués, étaient réduits à se battre avec les moyens qu'ils ont. Aucune capacité, aucune possibilité de leur venir au secours en armes, en munitions ou en évacuation des corps, parce qu'on dépendait totalement des forces étrangères et des desiderata d'un certain nombre de partenaires. Ça, c'est terminé aujourd'hui. À moins d'un an, on a résolu cette question-là définitivement. Personne ne peut plus nous empêcher de survoler quelques parties de notre territoire. Nous n'avons pas besoin, si on est contraint à cela, on n'a pas besoin des forces étrangères pour atteindre n'importe quel point de notre territoire, pour apporter les secours qu'il faut à nos militaires dans le combat, en armes, en munitions, en vivres. Nous avons aujourd'hui des hélicoptères de combat, nous avons des avions de transport, et dans les mois à venir, notre armée va être de plus en plus équipée. Ça, c'est le résultat donc du fait qu'on a changé, on a élargi notre horizon. Nous avons dit qu'il y aura des puissants vents contraires, vous les avez vus venir. Combien de tentatives de déstabilisation? Il y a celles dont vous êtes informés, mais il y en a beaucoup qui ont échoué avant même d'arriver à un niveau élevé d'organisation. Et vous avez la situation politique, où une partie de notre opinion, en tout cas c'est des Maliens, donc c'est leur droit aussi, n'était pas favorable aux réformes. Or, après les questions de sécurité, dont je viens de parler largement, nous y consacrons 25% du budget national à la date d'aujourd'hui. Nous y accordons une si grande importance que les économies de 100 milliards qui ont été faites en 2021 sur le train de vie de l'État, sur les 100 milliards, les 70 milliards ont été affectés à l'armée pour renforcer son potentiel. Après donc le défi sécuritaire, le deuxième défi, c'est le défi des réformes politiques institutionnelles. C'est la revendication du peuple insurgé dans la lutte qui a conduit au changement. Les réformes politiques institutionnelles, toute la procédure, tout le combat qu'il y a eu, toute la bataille jusqu'aux assises nationales de la refondation, qui font l'objet aujourd'hui, et ça va être approuvé certainement demain en Conseil des ministres, l'objet d'un plan stratégique sur 10 ans, d'un plan d'action sur 5 ans et d'un plan de mise en œuvre des actions d'urgence sur les 2 années, les 24 mois que la transition a retenu. Qu'est-ce qui va être fait pendant les 2 ans? Donc les assises nationales de la transition, qui sont la trame des réformes futures, vont être traduites en action. Donc les réformes politiques institutionnelles. La troisième revendication que le peuple portait, c'est la lutte contre la corruption et l'impunité. Nous avons beaucoup à faire sur ce plan, mais vous devez avoir l'assurance
à partir d'une déclaration forte que le président a faite il y a quelques mois. Il dit que la lutte contre la corruption et l'impunité se mènera de façon implacable jusqu'au bout. Maintenant, le sentiment que les citoyens ont, c'est que les choses traînent. Mais le temps de la justice n'est pas celui du politique. Il faut que les citoyens comprennent cela. S'il n'y a aucun recul dans cette lutte, aucun répit. Je pense que les actes qui sont posés depuis quelques mois en donnent clairement l'idée de ce que les hautes autorités de la transition ont en projet. Vous avez la quatrième revendication, c'est faire en sorte qu'on minimise les risques de contestation des élections. Ça, c'est donc la création de l'organe unique indépendant des élections. C'est les 4 revendications. Et enfin, la mise en œuvre, nous y avons ajouté après la rectification, la mise en œuvre intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation. Intelligente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tirons les leçons du fait que à l'adoption de cet accord, une bonne partie de notre population n'était pas d'accord, parce qu'elle n'y croyait pas. Elle considérait comme un accord de partition du Mali à moyen et long terme. Ça, c'est l'opinion d'une partie de la population. Il y a une partie qui a cru en disant que la paix n'a pas de prix. Et il y a le gouvernement qui l'a signé dans les conditions que vous savez. Nous, notre vision, c'est de fixer les conditions qui ne sont pas négociables. Ça, c'est l'unité nationale. C'est la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire national. L'unité nationale, je dis bien, la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national. La forme laïque et républicaine de l'État malien. Ces données, ces 4 données ne sont pas négociables. Tout le reste peut se négocier entre nous Maliens. La deuxième explication ou la deuxième compréhension de l'application intelligente, c'est de ne plus poser d'actes susceptibles de conduire à moyen ou long terme à la partition du Mali. Chaque fois qu'un acte peut conduire à cela, on s'arrête, on l'examine et on avance à pas rassurés. Donc voici les 5 revendications que le gouvernement s'est fixé comme objectif de réaliser. Assurer la sécurité des Maliens, donner l'indépendance totale des décisions en matière de défense et de sécurité, faire tenir et aboutir les réformes politiques et institutionnelles, lutter contre la corruption et l'impunité, mettre un organe unique indépendant des élections pour minimiser les risques de contestation et une mise en œuvre intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation. Dans ce processus, comme j'ai dit, nous avons rencontré, j'avais dit des vents contraires, mais j'avais aussi ajouté même des cercles de feu. Parce que lorsque on prend un embargo qui n'a aucune base légale et qu'on donne 10 à 15 jours pour renverser un régime, c'est un cercle de feu dans lequel on s'est rentré. Mais nous avons tenu, parce que tous les Maliens se sont tenus les bras. Personne n'a laissé personne tomber. Nous avons tenu aussi grâce à la capacité d'anticipation des autorités. Je suis sûr que beaucoup de Maliens ont été surpris d'ailleurs qu'on puisse tenir 6 mois. Mais personne n'a anticipé. Le gouverneur s'est anticipé. Maintenant, par rapport à vos préoccupations, la question sécuritaire, je n'en ai pas parlé suffisamment. Je crois que ce message s'est rapporté à qui de droit, qui connaît de toute façon la situation sécuritaire. C'est l'avantage que nous avons, je le dis souvent, même aujourd'hui, je le dis à un diplomate onusien, les chefs militaires avec lesquels nous travaillons aujourd'hui sont des officiers qui ont fait la moitié de leur vie sur le théâtre des opérations militaires. Le président, depuis 2002, il est sur le front. 18 ans sur ses 38 ans. Moi, il est arrivé à la tête de l'État. Ses autres camarades, c'est la même chose. Donc, toutes les trahisons, tous les coups bas, tous les coups de poignard, tous les doubles jeux, les doubles langages dont notre armée a été victime, ils l'ont vécu dans leur chair et dans leur âme.
Et donc on n'a pas besoin de leur donner des conseils. Ils savent ce qu'ils ont vécu et qu'est-ce qu'il faut. Et c'est des officiers, malgré leur jeunesse, je le dis souvent à beaucoup de gens, plus vous travaillez avec eux, plus vous vous rendez compte que leur patriotisme ne peut être mis en cause par personne de bonne foi. Parce que si vous voulez juste faire des compromissions, ils auront une transition illimitée, pourvu qu'ils fassent un certain jeu, pour ne pas dire un jeu certain. Ils ne l'ont pas voulu. La deuxième chose, je vous ai parlé d'anticipation, qui nous permet aujourd'hui de tenir, c'est qu'ils ont une grande maturité stratégique. J'ai eu le temps de le savoir dans les discussions, dans les décisions, et toutes les décisions qu'on a prises, ce sont des décisions mûrement réfléchies, préparées, organisées. On n'a pris aucune décision sous l'effet de la colère. Aucune. Et Dieu merci, les décisions qui ont été prises en moins de 6 mois aujourd'hui, certainement, peut-être, il lui fallu des dizaines d'années pour pouvoir les prendre dans certaines conditions. C'était des choses qui étaient inimaginables il y a quelques années, que cela est possible. Et nous sommes conscients du risque que le gouvernement prend en le faisant. Mais la dette contractée avec le peuple malien nous oblige à ne plus reculer, à aller jusqu'au bout. Concernant la sécurité alimentaire, aujourd'hui nous avons une claire conscience que la sécurité alimentaire devient un véritable enjeu aujourd'hui. Parce que c'est un peuple qui a faim, un homme qui a faim, il ne peut pas exercer sa dignité. Il ne peut pas l'exercer. Et nous savons aussi tous les dégâts que le terrorisme a fait sur notre pays. On a empêché les gens de cultiver. On a détruit leurs champs. Quand ils ont cultivé, on a détruit leurs récoltes. Quand ils ont récolté, on leur a retiré. Donc c'est partout la désolation. Nous en sommes extrêmement conscients. Et votre troisième préoccupation, c'est la cohésion sociale. Effectivement, in fine, tout ce que nous faisons, si nous n'arriverons pas à la cohésion sociale, on n'aura rien résolu. Et vous prenez le devant en mettant parmi les actions prioritaires de votre organisation. Le président a l'habitude de nous dire qu'aussi longtemps que les citoyens n'ont pas le sentiment de justice et d'unité nationale, même si on occupe tout le pays par l'armée, même si on fait toutes les réformes du monde, le pays n'aura pas la paix tant qu'il n'y aura pas le sentiment de justice, d'égalité, de cohésion des citoyens. Ça, le président nous le dit régulièrement. C'est pour vous dire que nous sommes totalement en phase. Pour ce qui est des difficultés que vous avez, je les ai tous enregistrées. Je note un sujet qui me paraît d'une brûlante à l'actualité parce que ça fait partie des choix stratégiques que nous faisons. C'est de faire en sorte qu'on ait ainsi l'autosuffisance alimentaire de notre pays. On en parle depuis des années. On y consacre 15% du budget national. On fait beaucoup d'efforts. Les subventions des intrants agricoles sont allées de 10 milliards en 2020, 15 milliards en 2017, en 2021 et à 17 milliards pour 2022. 70% d'augmentation en un an. Ça, c'est ce qui est prévu par le gouvernement. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients qu'après l'armée, il faut s'occuper de la nourriture des citoyens et de l'école. Sans ces trois, il n'y a pas d'État. C'est pour cela que, malgré les restrictions budgétaires, rarement, je crois, dans l'histoire d'un pays qui est en guerre, qui est sous embargo, qui n'a plus d'aide budgétaire, il y a eu des augmentations de plus de 200 milliards des revenus des travailleurs de l'État.
Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Je ne crois pas d'ailleurs, pendant les guerres, on diminue les revenus, on diminue les salaires, mais qu'un pays augmente ses salaires en période de guerre, sans ressources additionnelles, ce n'est pas évident. Et dans les discussions que moi j'ai avec certains partenaires, notamment dans les pays arabes, je cite toujours le cas de dire, de n'importe combien de tonnes de blé par an. On a le potentiel au Mali, par excellence, pour cultiver le blé. Et le président a décidé de mettre sous sa haute responsabilité une équipe qui va travailler à l'autonomisation, pas l'autosuffisance, l'autonomisation de l'État malien en matière d'alimentation de sa population. Parce qu'un État qui ne nourrit pas sa population ne peut pas être un État souverain. Et tous les grands États, c'est leur préoccupation. Aux États-Unis, dans n'importe quel État, n'importe quelle grande ville que vous partez, il y a une université agricole. La France est devenue première puissance agricole en Europe. Pourquoi? Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, des investissements massifs, des champs ont été dédiés, toute une politique pour développer l'agriculture. La Russie est aujourd'hui première puissance mondiale de production de blé. Même du temps de l'Union soviétique, la Russie a acheté le blé à l'extérieur. Mais depuis l'embargo de 2014 contre eux, ils ont investi massivement de façon déterminée dans l'agriculture. Et aujourd'hui, l'agriculture rapporte plus à la Russie en termes de devises que la vente des armes. Et la guerre d'Ukraine est venue confirmer que lorsque des choix stratégiques sont faits, dans le cas d'espèces, il y a 10 ans, ils ont fait le choix d'assurer l'autosuffisance de leur population, de ne plus acheter le blé à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Tout le monde est en train de dire que c'est la Russie qui tient le monde à cause du blé. Et donc, nous avons décidé, que Dieu nous donne la santé, la volonté et les moyens de faire en sorte que les Maliens soient autosuffisants, qu'ils soient souverains, l'État malien en matière d'alimentation. Et s'il y a des crises, des choses peuvent manquer, mais la population ne doit pas tomber de feu. Et là, il faut investir massivement dans l'agriculture, dans le riz, dans le blé, dans le maïs et d'autres produits. C'est des choix qui sont faits et c'est le président lui-même qui va piloter ces équipes-là. Au moment de passer la main, le nouveau président qui vient, notre souhait, c'est que le nouveau président qui va s'installer après la transition n'ait d'autre souci que de bien gouverner le pays. Parce que les grandes balises ont été installées par le gouvernement de transition en matière de défense, de sécurité, en matière de souveraineté de notre pays, sur le plan alimentaire, sur le plan social et en matière de renforcement de la cohésion. Je me rends compte seulement que toutes ces questions sont examinées avec beaucoup d'intérêt au sein de votre organisation. Donc c'est comme si vous êtes un gouvernement qui n'a juste pas un État à gérer, un budget à gérer, mais en termes d'idées, j'ai l'impression que tout gouvernement peut aller prendre des leçons avec votre association. Et nous les prendrons avec plaisir et nous allons les exploiter. Et quand Dagamaïssa dirait que c'est la crème des cadres du Nord, de la boucle du Niger, des cercles de Diré, qui sont réunis au sein de votre association, je crois que vous en donnez l'illustration avec le développement que vous avez fait et les documents que vous venez nous présenter. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez dit en termes de soutien, en termes de contribution, en termes de vision stratégique que vous avez de ce qu'il faut faire pour sortir notre pays de la situation. Et cette rencontre, personnellement, elle me restera en mémoire. Et je vous demande simplement de continuer à prier, à soutenir le gouvernement, à le critiquer quand c'est nécessaire dans les formes constructives, parce que nous, on ne cherche pas seulement, contrairement à ce que certains pensent, à être applaudi, mais on veut des critiques constructives. On peut critiquer quelqu'un dans le sens de l'orienter, on peut le critiquer dans le sens de le déstabiliser. Sinon, les critiques seront les bienvenues. Merci beaucoup de cette rencontre que je considère inoubliable.
et de laquelle je tire beaucoup d'enseignements. Merci, Monsieur le Président.